Alors déjà, merci beaucoup, merci à tous d'être présents ce midi pour ce webinaire. L'idée, c'est de vous parler un petit peu de ce qu'on fait aujourd'hui dans notre groupe de travail sur l'impact du changement climatique sur la santé. Vous partagez un petit peu les premiers éléments et vous partagez les premiers résultats, disons, d'un sondage que nous avons lancé au printemps de cette année. Peut-être que pour démarrer, en très très courte introduction, on va faire un petit peu la genèse de notre groupe de travail. Donc le groupe de travail, il a démarré il y a à peu près un an, un tout petit peu plus d'un an. On se regroupe environ une fois par mois, un peu moins si jamais les contraintes d'agenda ne sont pas les bonnes. L'idée, c'était évidemment de traiter le sujet de l'impact du changement climatique sur la santé dans son ensemble. On s'est très vite rendu compte tous que ce sujet, il était extrêmement vaste et qu'il y avait beaucoup de questions qu'il fallait aborder, traiter, etc. Et donc, on a décidé assez vite, au début du projet, de diviser le groupe de travail en 2 sous-groupes. Donc, de faire un sous-groupe de travail orienté plutôt prévention, communication, et un sous-groupe de travail dédié à la quantification. L'idée, c'était vraiment de travailler en parallèle, conjointement, pour arriver à quelque chose qui nous convient bien. Aujourd'hui, on va vous présenter un peu les grands axes de travail des 2 sous-groupes. Donc, évidemment, mais Estelle et moi faisons partie du sous-groupe prévention. Estelle, si tu as quelque chose à ajouter, je t'en prie. Non, c'est juste qu'effectivement, quand on va arriver au point 3, impact quantifiable ou pas, on parlera au nom de nos collègues du sous-groupe quantification. Et donc, l'idée, c'est de vous présenter effectivement une vision un peu globale de ce que fait le groupe de travail, mais on sera plus leur porte-parole des travaux déjà réalisés que à pouvoir rentrer dans beaucoup d'explications sur cette partie-là. Parfait. Donc, pour démarrer, on va vous présenter un petit peu les résultats du sondage mené auprès des membres de l'Institut des actuaires au printemps dernier, donc c'était au mois de mai. Et donc, déjà pour commencer, on tenait à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui avaient pris le temps de répondre à ce sondage. Vous étiez 104 répondants, ce qui est un très beau score. C'est vraiment... En fait, ce genre de sondage, ça constitue vraiment une base solide pour nourrir notre réflexion et pour évidemment guider les actions à venir. On ne s'interdira pas de relancer des sondages dans le futur. Donc vraiment, répondez à ces sondages, c'est très important pour les groupes de travail. Donc, l'objectif de notre sondage, en l'occurrence, le sondage 2025, il était de recueillir les perceptions et les pratiques de la profession face aux enjeux sanitaires liés au changement climatique. Donc, on a eu 104 répondants, merci à tous. C'est un très bon taux de participation pour ce type de démarche. Et nous, on l'a pris comme tel, ça traduit vraiment un véritable intérêt, une mobilisation forte de la communauté actuarielle autour du sujet. Slide suivant. Merci. Donc, ce sondage, il nous a permis d'identifier plusieurs enseignements, mais notamment 3 enseignements clés sur la perception des actuaires sur les effets du changement climatique sur la santé. Donc, en premier lieu, clairement, c'est un sujet stratégique qui est reconnu par les répondants, donc par la communauté actuarielle. La grande majorité des répondants considèrent que l'impact du changement climatique sur la santé constitue un enjeu majeur pour les assureurs, et en particulier sur le long terme. On observe aussi qu'une prise en compte croissante face à l'évolution des risques climato-sanitaires. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième point, c'est plutôt la perception des connaissances actuarielles. Clairement, si l'importance de l'enjeu est claire pour les répondants, le niveau de maturité du secteur est jugé assez limité. Et la connaissance actuelle sur les impacts du climat sur la santé est jugée faible à moyenne dans les résultats qu'on a pu recueillir. Le secteur assurantiel est perçu comme assez peu avancé dans sa capacité
à intégrer ces dimensions notamment dans ces modèles. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que les répondants identifient clairement des risques accrus de sinistralité liés notamment aux vagues de chaleur, aux épisodes de pollution ou aux effets sanitaires du stress thermique. Ils mentionnent aussi des impacts différenciés selon les populations, donc notamment les plus vulnérables, les plus âgés, les plus jeunes, les plus précaires, etc. Et ça se traduit évidemment par une anticipation des coûts de santé à long terme et un besoin affirmé d'adapter les modèles prédictifs existants sur le marché. Ensuite, donc ça, les premiers résultats, ils concernaient les perceptions des actuaires globalement sur l'enjeu. Maintenant, on va s'intéresser un peu aux pratiques actuelles au sein des organismes représentés. Premier constat, l'intégration dans les processus ou la prise en compte dans les processus est partielle, voire absente. La majorité des répondants indiquent que les impacts du changement climatique sur la santé sont très peu pris en compte dans les politiques actuarielles. Concrètement, ça signifie que ce n'est pas pris en compte, très peu pris en compte dans les politiques de souscription, dans les politiques de tarification, dans les modélisations des risques ou les scénarios prédictifs. Donc, on voit que l'approche reste fragmentée et qu'il n'y a pas d'intégration structurée à ce stade. Le deuxième constat, c'est que les sources utilisées par les actuaires sur le sujet, elles sont très dispersées, voire hétérogènes et très silotées. On a pas mal de répondants qui nous disaient s'appuyer sur des rapports scientifiques, soit du GIEC, soit du Lancet, donc des rapports très parcellaires, enfin pas le GIEC mais le Lancet. D'autres ont mentionné notamment des études internes, des mémoires d'actuariat ou encore des réflexions exploratoires avec des groupes de travail. Et quelques répondants ont cité également le cadre réglementaire comme la CPR ou Solvabilité 2. Mais en gros, ce panorama, il met en évidence que le sujet, il est clairement identifié comme important, mais les données sont ni structurées, ni homogènes, ni systématiquement intégrées dans les politiques de processus des organismes. Troisième point que le sondage met en lumière, sont les besoins exprimés par les actuaires pour mieux intégrer l'enjeu climat-santé, l'impact du changement climatique sur la santé, dans leurs pratiques. Le premier besoin, c'est, parce qu'on est tous des actuaires, on a besoin de données, donc c'est de disposer d'indicateurs et de données spécifiques. Les répondants au sondage appellent très largement à la mise à disposition de données climatiques croisées avec des indicateurs de santé. Ils soulignent également l'importance d'avoir des indicateurs géographiques et des indicateurs sociaux-démographiques pour identifier un peu les populations vulnérables et cibler les risques. Le deuxième besoin, c'est vraiment la formation. Beaucoup de répondants insistent sur la nécessité de développer des formations croisées entre actuariat, santé publique et sciences climatiques. L'idée, ce serait de mieux relier les travaux de modélisation à des données plus concrètes, plus terrain, quoi. Et le troisième besoin identifié, c'est plus d'initiatives sectorielles. Les répondants à notre sondage estiment pour une grande majorité que les associations professionnelles, dont l'Institut des actuaires, ont un rôle vraiment clé à jouer. Et ça, c'est en encourageant la mutualisation des données, en développant des guides de bonnes pratiques, en organisant des tables rondes ou des webinaires transdisciplinaires avec pas que des actuaires. L'idée, c'est de faire aussi progresser la connaissance et donc la profession. En résumé, on l'a vu dans ce sondage, les attentes des actuaires sont fortes. Elles portent à la fois sur les outils, les compétences et sur la mobilisation du secteur. Alors, juste une petite aparté sur les associations professionnelles et puis un coup de chapeau à l'Institut des actuaires, puisqu'effectivement, les autres associations dans d'autres pays ne sont pas encore du tout emparées du sujet, puisqu'on est un des premiers à avoir un groupe de travail dédié à santé et climat.
Et donc, le quatrième axe qui a été un peu identifié via ce sondage, c'est que il a permis de recueillir plutôt des propositions d'action à destination des assureurs. Donc, le premier constat, c'est qu'il y a vraiment un manque de politique de prévention et d'incitation liée au changement climatique et à l'impact sur la santé. Aujourd'hui, on sait que la prise en compte des effets du changement climatique sur la santé dans les politiques assurantielles sont jugées faibles à perfectibles et qu'il y a pas, voire peu de mécanismes d'incitation ou de dispositifs de prévention. Donc, on estime, ou les répondants à notre sondage estiment que les assureurs sont encore vraiment au début du parcours. Le deuxième point mis en lumière, ce sont des propositions plus concrètes. Donc, les répondants à notre sondage appellent à un renforcement des politiques de prévention personnalisées. Ça peut passer par plein de... Il y a eu quelques exemples dans les résultats du sondage qui étaient assez intéressants, comme la mise en place d'alertes lors des épisodes de canicule ou encore l'usage de dispositifs connectés pour accompagner les populations les plus vulnérables. Okay. Et les répondants ont aussi évoqué la possibilité de développer une prévention ciblée par maillage de portefeuille afin d'adapter les plans d'action aux profils et aux zones les plus exposées. D'autres pistes ont été évoquées, une meilleure intégration du risque sanitaire lié au climat dans la tarification, évidemment. L'idée, c'est d'ajuster les tarifs à l'exposition. Et enfin, certains invitent à réfléchir plus largement, alors ça nous concerne tous finalement, à l'urbanisme et à l'adaptation des environnements de vie. L'idée, c'est plutôt de s'orienter vers une résilience collective face aux risques climatiques. Et pour conclure, ce sondage, il a été vraiment très important et très intéressant pour nous parce qu'il a révélé avant tout une prise de conscience stratégique des actuaires. Les actuaires ou les répondants à notre sondage considèrent désormais l'enjeu de l'impact du changement climatique sur la santé comme prioritaire et ils y voient un défi de premier plan. Donc ça, c'est important. Mais en même temps, les pratiques restent encore peu structurées dans l'industrie. Les initiatives qui existent sont très isolées, elles manquent de mutualisation et on voit pas mal de besoins exprimés sur le sujet, besoin de formation, besoin de données pour pouvoir quantifier, modéliser et besoin d'actions concrètes. Et enfin, ce sondage, ça c'est le dernier point, il met en évidence un fort intérêt pour le travail collectif et les actuaires souhaitent structurer une démarche commune, mutualiser les ressources et accompagner ensemble l'évolution des pratiques actuarielles. Ça m'emmène sur notre dernier point. Si certains d'entre vous souhaitent rejoindre le groupe du travail, un de nos sous-groupes de travail, n'hésitez pas à vous manifester. On a toujours besoin de renforts et ce sera avec grand plaisir que nous vous compterons parmi nous. Donc voilà, je pense que sur le sondage, on a un peu fait le tour. Si vous avez des questions, on les prendra à la fin. Ok. Donc, ça, c'était le résultat du sondage. Le sondage, c'était aussi effectivement pour prendre un petit peu aussi vos avis, puisque, comme Claire le montrait, à un moment, quand on a essayé de réfléchir à la prévention qui existait déjà euh, en France autour de la santé et du climat, on s'est vite aperçu on n'avait pas grand-chose, donc on s'est dit peut-être qu'il y a il y a des initiatives ou des actions dont on n'a pas connaissance et qui font partie du marché. Donc ça nous a aussi permis d'augmenter notre panel sur cet aspect. Donc, pourquoi parler du changement climatique sur la santé et où est-ce qu'en sont les deux groupes de travail? Alors, quand on a préparé ce webinaire, c'était en août. J'ai la chance de travailler avec un climatologue, donc je lui ai demandé si tu veux illustrer un peu le changement climatique, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme info? Et donc, il m'a communiqué ces deux cartes, cette carte et ce graphe de Météo France.
Le graphe de Météo France, c'est les vagues de chaleur observées de 1947 à 2024. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est passé de vagues de chaleur qui n'étaient pas du tout annuelles à plusieurs vagues par année, puisqu'effectivement, en orange, tout à droite, vous avez 2024 qui sont un peu plus faibles que 2023, mais il n'empêche qu'il y en a eu deux sur 2024, alors que si vous regardez le début de cette décennie, 1947, il y en a eu deux, après on a eu 1949, 52, puis après rien avant 1959. Donc ça, c'est pour illustrer la vague de chaleur. Et l'autre carte qu'il m'a fournie, donc c'est les différences de température entre les 30 années qui viennent de passer, 93 à 2023, comparé aux 30 décennies précédentes, donc 1960-1990. Euh, alors, pour habiter en région lyonnaise, quand on voit le point rouge, rouge vif, je comprends maintenant pourquoi j'ai chaud depuis pas mal d'années, mais ce qu'on peut voir surtout, c'est que finalement, toute la France est touchée, plus ou moins, mais même 0,3 degrés d'écart de température en 30 ans, c'est énorme. Donc, si on regarde, il y a quand même peu d'endroits où on peut aller se réfugier si on veut éviter les pics de chaleur. Et par ailleurs, si on veut éviter les pics de chaleur, de toute façon, à peu près toute la France métropolitaine, Drôme et Côme sera impactée ou est impactée, puisque la question à se poser, c'est est-ce qu'on est déjà dans le changement climatique ou pas? Et je pense que les cartes précédentes montrent que y a, on est déjà dans les impacts de ce changement-là. Et donc, si ce n'est pas les vagues de chaleur, on est touché par les risques de submersion. Alors, les feux de forêt, c'est souvent aussi lié à la chaleur, les inondations, les crues, les ruissellements, les fonds des glaciers, la baisse de l'enneigement, ça c'est pour ceux qui sont plus en montagne, les îlots de chaleur, notamment en ville, je pense qu'on s'en est beaucoup aperçu, les cyclones et les ouragans, notamment nos, nos confrères et consoeurs et nos assurés qui sont dans les Drômes et les COM, je vais y arriver. Donc, on est tous touchés par différents effets du changement climatique. Alors, si je reprends un petit peu la genèse, alors Claire, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, la genèse un peu de notre groupe de travail. Donc, effectivement, quand on a commencé, on était une trentaine, on s'est vite aussi aperçu que travailler à 30, c'était pas forcément efficace et que le sujet était tellement vaste qu'effectivement, on a fait deux sous-groupes de travail. Un sur sensibilisation et prévention et un sur les aspects plutôt quantification. Et après, la question s'est posée de savoir par quel bout démêler la pelote de laine, puisque sensibilisation, sensibiliser qui? Est-ce qu'on veut sensibiliser la profession? Comment on va le faire? Est-ce qu'on veut aller plus loin? Est-ce qu'on veut utiliser l'Institut des actuaires pour communiquer plus largement auprès des pouvoirs publics? Donc ça, c'était l'aspect sensibilisation. Quelle prévention existe déjà? Et c'était aussi ce qui explique une de nos questions au sondage que Claire a présenté. Quelle future prévention? Quelle communication? Sur la partie quantification, ils se sont beaucoup posé des questions sur les sources et les modèles en bon actuaire. Et puis, même les questions de base, c'est jusqu'où aller sur changement climatique et santé. Est-ce qu'on inclut la biodiversité? La santé, oui, le changement climatique a des effets sur la santé, mais à l'inverse, la santé est aussi, enfin, le secteur de la santé est aussi émetteur de gaz à effet de serre. Donc on peut avoir plusieurs effets et interactions. Et on s'est aussi vite aperçu qu'on était sur un système qui est très imbriqué et avec beaucoup d'interactions. Alors, les effets du changement climatique, le lien avec les effets sur la santé.
Donc, en source, c'est l'association de Genève qui a fait un assez bon papier sur le sujet. Et donc, en changement climatique, vous pouvez avoir les événements extrêmes aigus, donc chaleur extrême, les feux de forêt, les inondations, les conditions météo graves comme les tempêtes, ou à évolution lente. Sécheresse, hausse des températures, montée du niveau de la mer, disponibilité et qualité de l'eau, changement écologique, dégradation environnementale, pollution et tout ce qui tourne autour de l'approvisionnement alimentaire qu'on aurait pu aussi mettre avec la qualité de l'eau. Et à ça, on associe des impacts sur la santé. Alors, je vais passer à la slide d'après qui précise un peu plus ces parties-là, puisqu'effectivement, à chaque événement climatologique, vous avez un impact sur la santé qui va être décliné en fonction des différentes pathologies. Donc, les maladies cardiovasculaires, les allergies, les maladies diarrhéiques, la malnutrition, la maladie vectorielle, les maladies respiratoires, les cancers, les blessures. Donc, effectivement, blessures et déplacements, ça ne sera pas touché par les chaleurs extrêmes, alors qu'on aura des impacts de la chaleur extrême sur les maladies cardiovasculaires. Donc, ce petit tableau-là illustre déjà un peu toute la difficulté qu'on peut avoir à la fois sur le sous-groupe prévention et sensibilisation et aussi sur le sous-groupe quantification, puisqu'effectivement, quelque part, une fois qu'on a la donnée chaleur extrême, il faut se dire où sont les maladies cardiovasculaires, où sont les allergies, qu'est-ce qu'on touche, et c'est ce que tu disais, Claire, tout à l'heure sur le sondage. Il faut avoir à la fois finalement une casquette sur d'actuaire, mais aussi une casquette médecin et puis une autre climatologue et avoir un bon esprit de synthèse pour arriver à sortir quelque chose de tout ça. Alors, le lien avec les effets sur la santé, on l'a vu déjà un petit peu, hein. Sur les vagues de chaleur, ça va être l'augmentation de leur fréquence et des intensités, la hausse des hospitalisations pour les maladies cardiovasculaires et respiratoires, des maux de tête, des déshydratations, je vais y arriver, voire des coups de chaleur qui peuvent être mortels. Sur les incendies de forêt, on a une intensification chaque été. Bon, ce n'est pas l'été qui vient de passer qui nous dira le contraire, et des problèmes respiratoires liés à la pollution. Sur les tempêtes et inondations, on a tout ce qui tourne autour de l'eau potable, la contamination des nappes phréatiques, des blessures, des infections et des effets sur la santé mentale qu'on va retrouver aussi, par exemple, sur les vagues de chaleur. Et de manière plus chronique, on a les altérations des saisons avec des allergies, toutes les maladies infectieuses, le développement de maladies vectorielles, des cohabitations accrues homme-animal qui vont aussi augmenter des risques de zoonose, des impacts sur la nutrition, des effets psychologiques là aussi, et des hausses de risque de maladie, notamment chez les enfants et chez les personnes fragiles. Alors, sur les vagues de chaleur, il y a une étude récente qu'on peut sans doute extrapoler à la France et qui porte sur les USA, qui a associé l'augmentation des températures à l'augmentation de la consommation de soda, de jus de fruits, de glace, donc de produits très sucrés, avec un impact non neutre sur la future santé. Alors, le changement climatique et la santé, la bonne nouvelle, c'est que les autorités sanitaires sont préoccupées. Et après, bah, effectivement, nous, ce qu'on voulait aussi voir, c'est comment les assureurs pouvaient rentrer dans ce système. Donc, c'est quand même un des 6 enjeux du programme Travail de Santé publique France. Il y a un certain nombre d'acteurs, donc sur Santé publique France, sur mieux vivre les pics de chaleur, par exemple. Donc, on a étudié cette partie-là au sein du sous-groupe de travail, prévention, sensibilisation. Il y a des actions concrètes sur tout ce qui est végétalisation des toits également. Alors, c'est compliqué, par exemple, sur Paris, puisque je crois que les toitures en zinc font partie sont classées au patrimoine.
tout ce qui est peinture rafraîchissante, baisse de l'albédo, le free cooling avec l'eau de la Seine, l'interdiction des voitures en centre-ville. Donc il y a déjà des actions assez concrètes des acteurs territoriaux. Les travaux des assureurs, donc je crois que votre sondage nous a révélé à peu près ce qu'on avait aussi constaté de notre côté, c'est qu'il y a peu de documentation sur les actions concrètes de prévention menées par les assureurs. Peut-être aussi peu d'actions concrètes et pas forcément de la documentation, mais juste pas d'action. Ce qu'on voit aussi, c'est que sur l'Europe, on est plutôt sur le risque autour de la santé mentale qui est le plus fort. Ce petit graphe qui aussi, alors on n'a pas mis la source, mais il me semble que c'est aussi l'Association de Genève, permet de vraiment illustrer l'effet systémique et interaction autour de la autour de la problématique, je vais arriver. Donc effectivement, température moyenne extrême, ça va jouer sur la composition en micronutriments, ça va jouer sur la production agricole, ça va avoir des effets sur la malnutrition, mais ça va aussi avoir des effets sur la santé mentale, sur les accidents, les violences, ça peut avoir des effets sur le système endocrinien, sur le système immunitaire, avoir causé des hypothermies, des déshydratations. Il y a beaucoup de problématiques aussi autour de la grossesse qui, euh, qui sont induites par le climat, la hausse le changement climatique. Donc, vous avez vraiment une multiplicité de facteurs qui rentrent en jeu. Et c'est un peu la difficulté d'essayer de travailler sur cette partie-là. C'était la fresque du climat, pardon, Estelle. C'est la fresque du climat, merci. On rajoutera la source dans le doc. Euh, donc, ça, c'est plutôt la partie sensibilisation, prévention. Et en bon actuaire, effectivement, il y a aussi eu des travaux du sous-groupe de travail quantification. Alors, pour finalement quantifier, il faut des données. Donc, sur les données, nos collègues ont recensé les données autour des risques climatiques. Donc, vous avez une source sur les vagues de chaleur, une autour des incendies de forêt, qui donne la date, le département. Vous avez aussi la date et le département sur les vagues de chaleur. Vous avez des données tempête.météo.fr sur les relevés de vent. Et enfin, sur géorisque.gouv.fr, vous avez des données autour des inondations. Et alors, sur géorisque, vous avez d'assez nombreuses informations. Une fois qu'on a des données sur le climat, il faut aussi des données sur la santé et pouvoir en plus croiser l'une avec l'autre, et ce qui est parfois un petit peu la difficulté qu'ils ont rencontrée. Donc les données autour de la santé en France, alors on s'est quand même beaucoup concentré sur l'assurance en France. Vous avez la base d'Amir, donc, qui a l'avantage d'avoir l'ensemble des soins par type d'acte et par région. Il manque quand même un détail un peu fort pour pouvoir justement lier à des granularités qui permettent de lier à des climats spécifiques ou à des dates spécifiques. Vous avez le CEPIDC.INSERM sur les causes de décès, qui va donner le nombre de morts par région. Vous avez des données autour de la statistique en santé sociale de l'adresse. Vous avez des données hospitalières sur scansanté.fr et enfin tout ce qui est la plateforme des données publiques françaises sur datagouv.fr. Et pour aller plus loin, vous avez également l'application RQ+ de l'OMS. Je dirais même que pour aller plus loin,
Le site de l'OMS est assez bien fait. Et puis tout ce qui est Eurostat sur les bases de données européennes sur des aspects économiques, sociaux et environnementaux. Une fois que vous avez les données, vous avez aussi les modèles. Donc, le sous-groupe de travail a travaillé sur l'identification des modèles pour la partie prédiction d'inondation et de tempêtes et grêle, euh, et à regarder ce qui avait déjà été fait donc, par une étude de Cornell University sur les différents modèles d'apprentissage automatique pour prédire à la fois les inondations et sur du deep learning pour les événements météorologiques extrêmes, à savoir tempêtes et vagues de chaleur régionales. Ils ont aussi travaillé sur le modèle pandémique et changement climatique autour de la diffusion d'une maladie vectorielle, à savoir ici le paludisme. Euh, de mémoire, là aussi, on n'a pas mis la source, mais ça doit être une étude qu'on retrouve dans le Lancet, qui montre les régions les plus ou moins touchées selon ces modélisations. Alors, même si effectivement l'Europe est peu touchée, je vais juste faire un petit rappel. C'est c'est comme la carte de France que je montrais tout à l'heure sur les températures, températures moyennes. C'est pas parce que nos voisins, et notamment l'Amérique du Sud et puis une partie de l'Afrique et une partie de l'Asie du Sud-Ouest, Sud-Est seront particulièrement touchés, qu'en Europe, on ne va pas avoir une augmentation assez forte de ce risque-là autour du paludisme. J'allais dire malaria, mais c'était la version écrite. Donc ça, c'est une première chose. Par ailleurs, bah, cette étude-là, elle s'appuie sur un modèle de diffusion et je pense que ce qui est remonté aussi du groupe de travail, c'est toute la difficulté de modèles prédictifs avec des grandes incertitudes euh, autour de la propagation de cette maladie-là. Et puis, ça ouvre aussi à d'autres réflexions, à savoir, un des moyens de combattre le paludisme, c'est de se débarrasser des moustiques, mais dans quelle mesure on va pas toucher la biodiversité en faisant ça, voire répandre des pesticides. Ça, c'est une question ouverte qui ne vient pas du groupe du travail, mais c'est une question qu'on peut se poser. Alors, les limites des études qu'ils ont pu voir, c'est que, et là aussi, c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure dans le sondage, on est sur un domaine émergent avec peu d'études réalisées jusqu'à présent. Donc, on a des problématiques de données, des problématiques de modèles et d'autres pistes qui restent à explorer, puisque effectivement, on est sur un système qui est avec beaucoup d'interactions, et notamment autour du pollen et de la pollution de l'air. Donc ça, c'est le point d'étape sur où en sont les deux sous-groupes de travail à date, et maintenant les axes de travail du groupe de travail. Donc, globalement, pour terminer, on voulait vous partager les livrables concrets que le groupe de travail s'est fixé. Notre objectif, il est unique, c'est-à-dire on veut sensibiliser plus fortement les actuaires aux impacts du changement climatique sur la santé en leur mettant à disposition des outils pratiques et opérationnels. Donc concrètement, il y a plusieurs chantiers qui sont en cours. D'abord, comme vous l'avez vu, une cartographie des impacts du changement climatique sur la santé. L'idée, c'était aussi de vulgariser des documents existants, et notamment le rapport de 2024 de l'Association de Genève, qui est vraiment une très bonne source de connaissances. L'idée, c'est de cibler les principales expositions au risque pour les assureurs français. Ensuite,
le deuxième livrable, ce serait une cartographie des actions de prévention existantes afin de réunir et de comparer les différentes mesures d'adaptation déjà en place, déjà déployées. Voilà, c'est le deuxième livrable. Le troisième, ce serait un recensement et une synthèse des données et des modèles. Donc ça a été fait, alors démarré, initié, je ne sais pas si c'est terminé ou si on a encore des modèles cachés, mais en tout cas, il y a déjà un gros travail qui a été fait là-dessus. Et l'objectif, c'est vraiment d'identifier les données open source disponibles et de centraliser les modèles existants. Donc ça, c'est pour toute la partie cartographie. Ensuite, on prépare également une note argumentaire destinée à l'Institut des actuaires pour répondre à la question suivante. Quelle prévention pour limiter l'impact du changement climatique pour les assureurs? Alors, on a mis assureurs santé, mais pour les assureurs de manière générale. Et globalement, ces livrables permettront non seulement de donner de la visibilité au sujet, mais aussi de fournir des outils concrets aux actuaires pour faire évoluer la pratique actuarielle de manière générale. Et au-delà des livrables qui sont de forme plus concrète, on voulait aussi renforcer la sensibilisation de la communauté grâce à des événements dédiés. Alors, d'abord sous la forme de webinaires. Alors, le webinaire d'aujourd'hui en fait partie, mais pas que. L'idée, c'est aussi d'organiser des petits ateliers en ligne sur les thèmes travaillés par nos 2 sous-groupes de travail. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait faire vivre dans la suite de notre action. Et ces webinaires, ils seront aussi l'occasion d'inviter des actuaires, donc vous, mais aussi des experts extérieurs, des médecins, des biologistes, des physiciens, des chercheurs, voilà, etc., afin d'apporter un éclairage pluridisciplinaire. Mais on a quand même des difficultés à avoir accès à ces personnes-là. C'est beaucoup plus facile d'avoir accès à notre communauté, la communauté actuarielle. Et donc, voilà, concrètement, on a un peu plus de mal à avoir accès d'ouvrir un peu le débat. Ensuite, on envisage aussi d'organiser des tables rondes parce que c'est un bon format, c'est un format intéressant qui permet à des personnalités, des spécialistes du sujet d'échanger et de débattre. L'objectif, c'est vraiment de créer un débat ouvert avec, de faire quelque chose de constructif. Et ces événements, pour nous, c'est vraiment des moments clés pour diffuser la connaissance et croiser les regards et stimuler la réflexion collective. Donc, ceci étant dit, moi, je répète toujours, si vous connaissez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a quand même du mal à ouvrir notre spectre. Et si vous connaissez des experts prêts à intervenir dans des webinaires ou dans des tables rondes, tant médecins, chercheurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, n'hésitez pas à nous en parler, n'hésitez pas à les orienter vers nous. Ça nous permettra vraiment d'enrichir les échanges et de diversifier les points de vue. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des remarques? Alors, on a eu quelques questions sur le chat. C'est le moment. On a eu une question qui nous demandait s'il était possible de disposer de l'ensemble des résultats du sondage. Oui, il n'y a pas de raison. Sous quelle forme? Ça, on peut en discuter. On en discutera certainement au sein du groupe de travail, mais ça pourrait faire l'objet d'une note récapitulative. Bon, là, je parle vraiment. Mais oui, il n'y a aucune raison qu'on ne partage pas vraiment les détails des résultats du sondage. Ouais. On a une autre question autour de tentatives assez récentes pour modifier l'état de mortalité en fonction du changement climatique, qui sont paramétrées en fonction de la hausse des températures. Et la question, c'est, faudrait-il, selon vous, prendre en compte d'autres covariables
sur cette partie-là. Alors, comme, comme on l'a montré tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup d'interactions. La hausse des températures est effectivement un facteur qui va créer, qui va modifier l'étape de mortalité, potentiellement, hein, qui modifie en tout cas la mortalité. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les impacts, ils sont surtout aux âges extrêmes, savoir les nourrissons, les personnes âgées, et effectivement, on évoquait aussi tout à l'heure, il y a beaucoup de risques autour de la grossesse. Mais au-delà de la hausse des températures, il y a effectivement beaucoup d'autres impacts qui devraient rentrer en compte. Et ce qu'on n'a pas montré tout à l'heure, mais des baisses de température, puisque le changement climatique qui peut créer des variations dans les deux sens, donc des pics un peu extrêmes en termes de froid, peuvent aussi jouer sur la mortalité. On a une autre question sur les données de corrélation entre données santé et événements climatiques sont-elles accessibles? C'est pas toujours simple, justement, c'est une des problématiques que semble rencontrer le sous-groupe de travail sur la partie quantification. Euh, Comme le disait Claire, hein, on est toutes les deux sur la partie plus prévention et sensibilisation. Euh, et notamment parce que pour avoir ce lien entre les deux et pour travailler sur des données de santé d'un côté et sur des données climatiques de l'autre, il faut faut pouvoir avoir une granularité au niveau géographique suffisante et il faut aussi avoir suffisamment d'informations sur les données de santé pour pouvoir les rattacher à une problématique qui elle-même serait liée à ces événements-là. Et on a un autre commentaire, mais là c'est plutôt un commentaire qui nous dit, pour information, la nouvelle cartographie des risques climatiques qui vient d'être publiée en Suisse met la santé en tête des risques les plus probables et sévères. Et ça, c'est un lien du... moi, je ne connais pas. Et effectivement... Merci aussi pour ce partage. Donc, qu'on va retrouver sur bafu.admin.ch. exactement. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions. En tout cas, dans le chat, il n'y en a plus. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut clôturer. Parfait. Écoutez, merci beaucoup et très bonne fin de journée. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.